89 ans. Delon n'a plus rien à prouver. Il a tout conquis, la beauté, la célébrité, l'élégance taillée dans la glace. Il a traversé les décennies comme une lame coupante, incisible, indomptable. Il a séduit Romy Schneider, défié les plus grands réalisateurs et imposé son nom comme une légende vivante du 7e art français. Mais derrière le regard d'acier et le sourire à demi-mort, il y a eu des blessures, non pas celles qu'on affiche, mais celles qu'on ronge, and silence. Carl Delon, plus que tout autre, a su se souvenir de ceux qui l'ont trahi, de ceux qu'il n'a jamais respectés, de ceux qu'il a regardés d'un peu plus haut. Il ne les a jamais insultés, il ne les a jamais dénoncés, il les a effacés. Et aujourd'hui, voici les 6 hommes qu'Alain Delon a toujours méprisés dans le cinéma français. Numéro 1. Jean-Paul Belmondo. Ils étaient les deux visages d'une époque, deux silhouettes gravées sur la pellicule des années 60. L'un était l'élégance glaciale, l'autre, la fougue désinvolte. L'un séduisait sans un mot, l'autre explosait dans chaque réplique. Alain Delon et Jean-Paul Belmondo. Deux icônes, deux écoles, mais jamais deux amis. Ils ont partagé l'affiche une seule fois, dans Borsalino. And 1970, un film devenu mythique et une plaie jamais refermée. Tout commence pourtant par un pari grandiose, réunir les deux monstres sacrés du cinéma français dans un même plan, une même ville, un même costume 3 pièces. Le producteur rêve d'un duo électrique, le public exulte, mais très vite, les regards deviennent lourds. Belmondo, charismatique et joyeux, et improvise. Raya, prendre l'espace. Delon, millimétré, silencieux, exige le contrôle. Dès les premiers jours de tournage, l'équilibre bascule. Belmondo, habitué à une liberté de jeu, se heurte à un Delon qui veut maîtriser chaque plan, chaque angle, chaque mot. Et puis il y a cette histoire de nom. Sur l'affiche, Delon exige que son nom apparaisse en premier, à gauche. Belmondo refuse. Il menace de tout annuler. Finalement. Les noms sont alignés à la même hauteur, mais la fêlure, elle, près est faite. Le tournage se termine, le film est un succès, mais jamais plus ils ne tourneront ensemble, jamais plus ils ne partageront l'écran. Delon, interrogé des années plus tard, lâche une phrase tranchante. On ne boxe pas dans la même catégorie. Hein? Et depuis ce jour, entre les deux hommes, il n'y eut plus que le silence. Un silence de pierre, un mépris poli, mais définitif. Numéro 2. Gérard Depardieu. Il y a des rencontres qui n'ont jamais lieu, des regards qui ne se croisent pas, des trajectoires qui se frôlent sans jamais se lier. Entre Alain Delon et Gérard Depardieu, il n'y eut jamais du pont, seulement des falaises. L'un est l'image taillée au couteau du silence, du contrôle, de la beauté figée. L'autre est la démesure, la provocation, l'exubérance. Delon incarne l'ordre, Depardieu, les chaos. Et cette opposition, Delon ne l'a jamais supportée. Dans les années 80, alors que Depardieu devient le nouveau roi du box-office français, Delon, Loï, sent le vent tourner. Le cinéma change, la France change, et les producteurs commencent à regarder ailleurs Depardieu, avec sa voix râpeuse, sang, corps, lourde. Sa manière de déborder l'écran devient l'acteur que tout le monde veut. Delon, Loï, reste dans sa tour de verre, fier, distant, méprisant. Un jour, lors d'un dîner parisien, un jeune journaliste demande à Delon ce qu'il pense de Depardieu. Il répond,
sans cligner des yeux. Je n'ai jamais regardé un de ces films jusqu'au bout. Rai. Plus tard encore, dans une interview à demi-confession, Delon dira « Il a le talent de la boue. Il fascine par le désordre. Moi, je viens du silence. » Chon. Ils ne se sont jamais insultés, mais tout dans leur rapport n'a été que rejet. Depardieu, de son côté, n'a jamais cherché l'approbation de Delon. Et Delon n'a jamais daigné lui en accorder. Deux monuments, deux bêtes sacrées, mais dans l'esprit de Delon, Gérard Depardieu n'a jamais eu sa place. Et Nello jamais. Numéro 3, Michel Piccoli. Dans le mépris, c'est Brigitte Bardot qui éclaire l'écran. Mais dans l'ombre, deux hommes s'observent sans s'aimer. Alain Delon n'est pas dans ce film. Mais il aurait pu. Il aurait dû. C'est Jean-Luc Godard qui a préféré Michel Piccoli. Et de cela, Delon ne l'a jamais digéré. Michel Piccoli. C'était tout ce que Delon n'était pas. Et ne voulait pas être un acteur cérébral, un homme de gauche, un comédien qui parlait plus de théâtre que de lumière, un artiste qui n'avait pas besoin d'être beau pour exister. Entre eux, il n'y eut jamais d'éclat, mais une tension sourde, constante, dans les couloirs de Cannes, sur les plateaux d'émissions, dans les colonnes des critiques, leurs noms s'opposaient comme deux visions du cinéma français. Delon, pur produit du mythe. Piccoli, incarnation du doute. Un jour, alors qu'un animateur de télévision tente de les réunir sur un plateau hommage aux grands du cinéma français, Delon refuse. Il déclare froidement « Je ne partage pas l'écran avec les gens qui pensent trop. » Plus tard, quand on lui demande pourquoi il ne parle jamais de Piccoli dans ses souvenirs, il murmure « Ce n'est pas du mépris, c'est de l'indifférence cultivée. » Mais l'indifférence, chez Delon, est une forme d'exclusion. Et chez lui, l'absence de mots est plus tranchante qu'un discours. Michel Piccoli n'a jamais blessé Delon, mais il l'a représenté tout ce que Delon rejetait. Le verbe au lieu du geste, l'analyse au lieu du regard, et c'est peu être pour cela que, toute sa vie, Delon l'a regardé sans jamais le voir. Numéro 4. Jean-Pierre Melville. Quand Alain Delon tourne Le Samouraï en 1967, il entre dans une autre dimension, le silence devient une arme, le regard, une menace. Et derrière la caméra, Jean-Pierre Melville taille un mythe dans la pierre. Entre eux, c'est d'abord une fascination réciproque. Melville voit en Delon l'acteur idéal. Beau, froid, insaisissable. Delon voit en Melville un père artistique, rigoureux, secret, obsessionnel. Leur collaboration est une alchimie rare, le cercle rouge. Un flic. Chaque film est une élégie du mutisme et du contrôle. Mais deux égos immenses ne peuvent cohabiter longtemps sans collision. Melville est un dictateur d'image. Delon, un prince qui n'accepte que les règles qu'il impose. Lors du tournage d'un flic, la tension devient insoutenable. Melville répète inlassablement une scène, exigeant que Delon garde les yeux ouverts, sans cligner pendant plus de 30 secondes. Delon obéit, puis explose en coulisses. Il dira plus tard « Il voulait me posséder. Moi, je voulais juste exister. » Mais ce n'est pas une scène, ni une mot, qui brise leur relation. C'est un silence. Après le dernier jour de tournage, Melville ne parle plus à Delon. Delon non plus. Pas une mot, pas une à dire. Et puis, quelques mois plus tard, Melville meurt subitement. Delon ne se rend pas aux funérailles. Quand on l'interroge, il répond simplement. Il est parti comme il a vécu, sans bruit,
Yulang. Mais ceux qui le connaissent bien savent, Delon ne l'a jamais pleuré. Pas parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce qu'il s'est senti trahi par un homme qu'il admirait. Et le mépris, Chas Delon, vient souvent de la déception. Numéro 5. Maurice Ronet. Au début, ils étaient inséparables. Delon et Ronet. Même regard sombre, même goût pour le mystère, même mépris des faux-semblants. C'était l'époque des dîners tardifs, des verres partagés, des silences et complices. Ronet n'était pas juste un collègue. Il était un frère. Leur complicité crève l'écran dans plein soleil en 1960. Delon incarnait Tom Ripley, l'assassin froid et calculateur. Ronet, à lui, joue la victime, lumineuse, arrogante, fascinante. Et quelque chose bascule, Delon brille. Mais Ronet attire. Il capte la lumière, presque sans effort. Et dans les couloirs du cinéma français, on commence à murmurer que Ronet est le vrai prodige. Delon, blasé, se referme. Il ne dit rien, il observe et il s'éloigne. Ils ne tournent plus ensemble, ils ne se voient plus. Les invitations cessent, les appels restent sans réponse. Des années plus tard, quand Ronet sombre dans une lente descente, rongé par l'alcool et la solitude, Delon garde ses distances. Il ne tend pas la main. Il ne prononce même pas son nom. Et quand Ronet meurt en 1983, Delon envoie simplement une couronne, aucune lettre, aucun mot. Interrogé un jour sur leur rupture, Delon répond, sans détour, il s'est éloigné tout seul. Moi, je n'ai fait que regarder. Roman. Mais derrière cette phrase, il y a une douleur sourde, une amitié brisée, et un ressentiment jamais avoué, car dans le cœur de Delon, le mépris est parfois un masque porté pour cacher la déception ou le chagrin. Et Maurice Ronet, pour lui, restera à jamais l'ami effacé. Numéro 6, Roger Hanine. Parfois, le mépris ne naît pas d'un affront. Il naît d'un malaise, d'un déséquilibre silencieux, d'une proximité imposée que l'on n'a jamais choisie. Roger Hanine est l'un de ces hommes-là pour Alain Delon. Acteur populaire, connu pour son rôle dans Navarro, Hanine est aussi le beau-frère de François Mitterrand. Un homme politique, un homme de pouvoir, et c'est justement là que le trouble commence. Delon, farouchement indépendant, a toujours fui la politique. Il se méfie des alliances, du solides du façade, des dîners d'État, et pourtant, Hanine circule dans ces sphères-là, et parfois, il y entraîne le nom de Delon. Ils se croisent lors de galas, de cérémonies. Ils échangent quelques mots, parfois quelques sourires, mais jamais de chaleur, jamais de vraie estime. Delon n'a jamais critiqué Hanine publiquement, mais il ne l'a jamais cité non plus. Dans ses interviews, ses mémoires, 16 confidences, ce nom n'apparaît pas. Un jour, un journaliste lui demande pourquoi. Delon fixe l'objectif, puis répond doucement. Il a fait sa carrière. Moi, j'ai fait mon cinéma. Oh. Une phrase qui dit tout. Pas de haine. Pas de colère. Juste une barrière invisible, comme une ligne de séparation que Delon n'a jamais voulu franchir. Pour lui, Hanine représentait un monde parallèle, celui de la politique mêlée à l'art, de la télévision mêlée au cinéma, du confort mêlé à la prétention, et dans le regard de Delon, cela suffisait pour qu'il détourne les yeux et laisse le silence faire le reste. Alain Delon a traversé les décennies comme une énigme, ni tout à fait aimé, ni tout à fait haï, adulé pour sa beauté, craint pour son silence. Itinérance. Il ne cherche plus la lumière.
Il l'a trop longtemps porté. Et peut être même subie. Ce qu'il révèle aujourd'hui n'est pas une vengeance. Ce n'est pas une liste noire. C'est un miroir tendu vers le passé, vers ces visages qu'il n'a jamais pu oublier. Non pas parce qu'ils comptaient, mais parce qu'ils ont laissé une trace. Un ombre. Parfois, une greffure. Une cicatrice. Delon n'a jamais crié sa colère. Il n'a jamais débattu, ni insulté. Il a regardé. Il a noté. Il a tourné la page, sans jamais la relire. Et peut être cela. Sa forme de mépris la plus parfaite, le refus d'exister aux côtés de ceux qu'il jugeait indignes, pas de guerre, pas de paix. Juste un silence taillé comme une lame. Aujourd'hui, le vieux lion se repose, entouré de peu, de très peu, et dans la brume de ses souvenirs, certains noms n'ont jamais résonné. Ils n'ont été ni pardonnés, ni évoqués. Mais il n'en parle pas davantage. Car au fond, comme il l'a toujours su, le silence